Le bruit de la ville. Radio Cerise. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors on se revoit pour la 3e fois. On va parler aujourd'hui de quoi ? Des femmes, c'est ça ? Des femmes. Alors, les femmes, c'est un vaste sujet. C'est plus de la moitié de la population mondiale. Donc c'est un vaste sujet. Les femmes dans la société, la place des femmes à un moment où aujourd'hui, au moment où on parle, j'ai appris ce matin que le salaire des femmes avait atteint le maximum aujourd'hui, c'est-à-dire que elles sont payées à peu près moins 10 ou 15% des hommes, et aujourd'hui elles ont atteint le même seuil, c'est-à-dire que voilà, il faut encore travailler pour qu'elles arrivent à compenser ce manque à gagner. Voilà, mais c'est encore un autre sujet qui s'inscrit dans le sujet des femmes. Alors, eh ben voilà, parlons des femmes. Alors, on commence par quoi, alors, quand on parle du sujet des femmes dans la société ? Alors, je vais y venir, mais juste je rebondis sur ce que tu viens de dire. J'ai vu aussi ce matin un article dans Le Monde qui expliquait que une femme entre 40 et 60 ans gagne moins qu'un homme, a plus de difficultés à trouver du travail, et finalement le manque à gagner, c'est à peu près 275 000 € par femme sur toute leur carrière. Sur la carrière. Parce que du coup, avec des salaires moindres et plus de difficultés d'emploi entre 40 et 60, ça se ressent sur la retraite. Bien sûr. Donc voilà, 175 000 € de manque. Et finalement, même à salaire égal, je pense, parce qu'il y a aussi tous les arrêts, les congés maternité. Oui, bien sûr. Je vais d'abord parler de les femmes dans l'histoire. Comment leur statut social a basculé. A priori, pendant la préhistoire, au moment des chasseurs-cueilleurs, il y avait une grande égalité homme-femme. Les femmes allaient chasser, contrairement à ce qu'on... Oui, contrairement au mythe de l'homme qui va chasser et de la femme qui reste à la maison. Les enfants étaient pris en charge par le groupe. Donc les personnes âgées s'occupaient des enfants et les femmes travaillaient, chassaient, taillaient la pierre comme les hommes, allaient faire des peintures rupestres comme les hommes. Au néolithique, les choses basculent parce qu'il y a une sédentarisation. Du coup, il y a la notion de propriété qui apparaît. Et du coup, il faut savoir à qui sont les enfants. Donc, on commence à sédentariser les femmes, à les confiner dans les tâches de jardinage, d'entretien de la maison. Enfin, elles étaient sommaires, les maisons, quand même, et s'occuper des enfants. Et apparaissent à ce moment-là les premières violences faut pas aller regarder les yeux du voisin, quoi. Et ce que j'ai appris la semaine dernière en préparant, qui était très intéressant, c'est qu'en fait, la très grosse bascule se fait au Moyen-Âge, avec la création des universités, paradoxalement. C'est-à-dire que là, il ne faut pas que les femmes empiètent sur le savoir. Le savoir est réservé aux hommes qui ont une fonction de pouvoir, du coup. Et commence à ce moment-là la chasse aux sorcières, qui est très connue, du Moyen-Âge jusqu'au XVIe siècle. Les femmes qui étaient un peu sachantes étaient suspectes. Les femmes médecins étaient suspectes. Donc, on les accusait d'hérésie, elles étaient jugées. De sorcellerie, elles étaient brûlées, vives ou pas. Et j'ai appris un rite, enfin, une torture, en fait, pour les sorcières, qui m'a fait beaucoup rire. C'est qu'on les noyait, on les mettait dans l'eau. Si elles mouraient noyées, c'est qu'elles étaient innocentes. Et si elle survivait, c'est qu'elle était sorcière, donc on la tuait. Donc de toute façon... Oui, leur sort était scellé. Voilà. Effectivement, oui. C'est ça. C'est d'un cynisme. Oui. Le droit de cuissage, qui a traversé toute l'histoire de l'humanité et qui perdure. Parce que apparemment, il ne faut pas trop aller dans les ascenseurs de l'Élysée, c'est pas safe. Bon, j'y vais pas personnellement, et toi non plus, donc ça va, on est à l'abri. Et les traditions, alors j'ai lu ça, je me suis dit c'est incroyable quand même. En Chine, les pieds bandés, donc elles peuvent pas courir bien. Chine, Japon, oui. Tuer les filles à la naissance en Inde, ça a été le cas en Chine aussi, avec les politiques de l'enfant unique. On garde les garçons. C'est un gros problème d'ailleurs maintenant pour la natalité de ces pays, il n'y a pas assez de femmes. Enfin, c'était, on va dire, il y a 50 ans. Le repassage des seins en Afrique, l'excision. Oui. Beaucoup de pays, en Afrique, en Asie.
les violences conjugales, universelles. Oui, c'est assez universel, oui. Mm-hmm. Et aussi ce que j'ai appris, la lobotomie. C'est-à-dire dans les cas de pathologie psychiatrique, on faisait plus facilement des lobotomies à une femme pour la calmer qu'à un homme. Mmh. On essayait plus de le récupérer, on va dire. Alors, l'éducation, ce qu'il en reste de ça, l'éducation des petites filles. Une petite fille se doit d'être douce, gentille, travailleuse, prendre soin des autres. Il y a un dicton bien franco-français, première levée, dernière couchée. Et ça amène sur tous les métiers du care, en fait. Oui. Donc, et encore maintenant, je suis atterrée quand il y a justement des adolescentes dont on parlait la semaine dernière, qui sont un peu en perdition, qui savent pas ce qu'elles veulent faire, qui veulent pas aller vers un parcours de lycée général. On les envoie faire de l'aide à la personne, mais c'est systématique. Et les garçons, les envoie faire de la mécanique. Mmh. C'est systématique aussi. Il y a vraiment des biais de lecture qui sont faussés. Alors, si une jeune femme sait qu'elle veut faire de la mécanique, il n'y aura pas de problème. Mais celles qui sont en errance, systématiquement vers le care. Et dans toutes les professions du soin, il y a beaucoup plus de femmes que de femmes. Ça, justement, alors ça aussi, ça fait une digression par rapport à la chronologie, mais c'est intéressant. Kate Bonaon est une chercheuse en histoire de la médecine, a écrit un bouquin qui est génial, qui s'appelle Ève, 20 millions d'années d'évolution. Et elle explique que dans l'espèce humaine, à partir du moment où il y a eu les premiers hominidés, il y a les difficultés de naissance, parce qu'il y a des bébés qui ont un gros crâne. Et apparaissent les sages-femmes. Et c'est la première fois dans l'histoire d'une espèce mammifère qu'il y a de l'entraide de femme à femme pour la naissance, qui est un moment de fragilité et où il fallait aussi protéger des prédateurs, enfin voilà. Et que les femmes sont des coureuses, paradoxalement. Parce que grimper à un arbre avec un bébé dans les bras pour s'enfuir par rapport aux prédateurs, c'est compliqué. Courir vite, c'est mieux. Et les hommes grimpaient dans les arbres, d'où après, avec les sélections peu à peu génétiques, la différence de morphologie. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ce bouquin, il est génial. Et il y a aussi toutes les recherches médicales, jusqu'à présent, là ça change ces 5-6 dernières années, sont faites sur des mâles. Même si on fait des expériences sur des souris, on va prendre des souris mâles. Parce que les souris femelles ont des changements hormonaux. Ça complexifie les résultats. Du coup, toutes les études ont été faites sur des mâles et des hommes. Et encore maintenant, il y a des symptômes féminins qui sont complètement inconnus. Donc, on renvoie cette brave femme en disant qu'il faudrait qu'elle aille voir un psy, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, les injonctions contradictoires, ça aussi j'ai lu. Alors, c'est un bouquin de Mona Chollet qui s'appelle « Résister à la culpabilisation ». C'est une historienne aussi, Mona Chollet. Oui. Et j'ai noté ça parce que j'ai trouvé ça très très drôle. Il faut s'apprêter. Il faut être jolie, élégante. Mais il faut pas être trop apprêtée. Il faut pas être trop négligée. Il faut pas être trop grosse. Il faut pas être trop maigre. Il faut rentrer dans ce jean. Il faut boire de l'eau. On dirait un squelette. Rentre ton ventre. Mais surtout, il faut avoir l'air naturel. Et c'est vrai que les petites filles subissent ça beaucoup. Il y a d'autres injonctions pour les garçons. Hein. Je dis pas que leur monde... c'est très compliqué aussi. Mais voilà, puisqu'on parle des femmes. Et à l'école, il reste quand même des biais. Les femmes ne sont pas scientifiques. Elles ne comprennent rien aux mathématiques. Sauf Marie Curie, qui devait être probablement... Alors, elle a dit quelque chose d'extraordinaire. C'est un journaliste quand Pierre Curie était encore vivant, un journaliste lui a demandé qu'est-ce que ça lui faisait d'être mariée avec un génie. Et elle a répondu, je ne sais pas, demandez à mon mari. C'est excellent. Mais je pense que toutes ces femmes qui ont fait un travail en scientifique, d'abord il a été beaucoup effacé. Bien sûr. On n'en parle pas trop, des grandes découvertes. Par exemple, l'Internet, c'est une femme qui a découvert Internet. Et on n'en parle pas. Et puis, elle devait être brillantissime pour pouvoir se faire une place dans le monde de l'université, justement. Alors ensuite, la jeunesse des femmes, l'adolescence, le début de l'âge adulte. L'espace social est restreint. Et ça commence dans la cour de récréation. Les garçons jouent au football et les filles, elles se mettent au bord de la cour, il faut leur laisser la place. Ça tend à diminuer, mais ça reste. Et ça configure une façon de se comporter dans l'espace public. Et de toute façon, certains lieux sont interdits aux femmes. Si elles y vont et qu'elles se font violer, ça sera de leur faute. Fallait pas y aller. Bien sûr.
Certains horaires sont interdits aux femmes. Après minuit, 2h du matin, on ne va pas se balader toute seule dans la rue. Oui, donc elles deviennent coupables si elles ne sont pas victimes. C'est ça. Et les transports en commun, c'est compliqué. Toutes les femmes se sont faites tripoter dans les transports en commun. Et ça ne s'arrête pas. Non. Ça continue. Et par rapport aux horaires restreints, j'ai lu aussi quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Dans les facultés américaines, dans les années 50, il y avait des cités universitaires filles et garçons séparés, ce qui est toujours le cas. Les filles, ça fermait à 22h. À 22h, couvre-feu, on rentre à la maison. Les garçons, il n'y avait pas d'horaire. On a l'habitude de ça, en fait. C'est inscrit dans nos fonctionnements, en fait. Alors, les abus. Ça, c'est très important. Il y a un autre bouquin qui est très intéressant de Dorothée Ducy, qui est une anthropologue, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le berceau des dominations, anthropologie de l'inceste ». Et elle explique, Freud a posé que l'inceste, c'est l'interdit qui régit toutes les sociétés humaines, qui évite la consanguinité et les mélanges de générations. On sépare une génération d'une autre. Elle, avec ses études, elle allait travailler en prison avec des incesteurs, tous les entretiens qu'elle a menés. Elle dit, en fait, c'est le tabou de l'inceste. C'est pas l'interdit de l'inceste. C'est-à-dire que ça a lieu quasiment partout, mais personne n'en parle. Personne n'en parle, non ? Voilà. Et ça, par contre, dans mon travail, quand j'ai reçu des femmes qui avaient vécu des incestes, quand elles ont essayé de le dire à leurs parents, les parents n'entendent rien, ou s'ils comprennent, ils disent « tu dis rien », et on continue de manger à table au repas de famille avec l'incesteur. Ça, c'est quand c'est pas le père. Quand c'est le père, c'est pire encore. On l'a tous les jours à la maison. Et ça fait des dégâts. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas se construire psychiquement. Tout est mélangé, en fait. Donc ça fait des gens qui sont en errance, qui comprennent rien de la vie, de ce qui se passe. Ça peut, heureusement, en consultation, avec du temps, ça se soigne. On peut même, là, il n'y a pas longtemps, j'ai une dame qui a écrit une lettre à son incesteur qui est mort. Mais rien que le fait de poser les mots, de me le lire, de brûler la lettre, elle avait énormément de symptômes physiques, en fait, de somatisation qui ont disparu. Donc rien n'est perdu, mais c'est long. Il faut beaucoup de temps pour réparer ça. Je crois que les incesteurs ne se rendent pas compte de ce que ça fait sur toute la vie. Bien sûr. Bon, des petits garçons aussi peuvent être incestés. Oui, mais les dégâts sont encore pires peut-être. Parce qu'en plus, il y a l'homosexualité. Oui. Voilà. Et les abus, même si ce n'est pas de l'inceste, comme je disais, la main aux fesses dans les transports en commun, tout ça, ça fait une injonction au silence, en fait. Ça donne une moitié de l'humanité qui se tait. C'est normal. On ne dit rien. C'est pas si grave, pas de vague. Voilà. Et effectivement, quand des femmes essayent de le dire, il y a une inversion des culpabilités. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu faisais à cette heure-là dans la rue ? T'as vu comment t'étais habillée ? T'avais bu. Ça aussi, j'ai écouté un podcast qui était très intéressant d'une femme qui a été violée, qui était ivre, et elle dit « j'aurais pas dû boire, c'est de ma faute ». Et la psy lui disait « mais attendez, c'est lui qui vous a violée. Vous avez le droit de boire ». Bien sûr, oui. Mais il y a vraiment ce biais de lecture qui reste. Et puis, on dit qu'elles sont trop guicheuses, sont des débauchées. Enfin, la culpabilisation des victimes, mais même Gisèle Pellicot, elle a vécu ça, quoi, alors qu'elle était anesthésiée. La loi sur le consentement est passée. On va voir si ça fait changer des choses. Les femmes qui portaient plainte pour viol, les plaintes, il n'y avait que 2% des plaintes qui aboutissaient, en fait. Donc, quand même, c'est énorme. Et les autres sont classés sans suite ? Sans suite. Parce que la victime devait prouver qu'il y avait viol. Oui. Et là, avec la loi sur le consentement, on inverse les rôles. L'agresseur doit prouver qu'il n'y avait pas agression, qu'il y avait consentement. Donc, ça change. Mais par contre, en même temps, la Civis, qui est un organisme très important qui s'occupe des viols et des incestes, perd son argent complètement. C'est paradoxal, en fait. D'un côté, on fait avancer la loi et de l'autre côté, on coupe les budgets. Oui. Parce que ça va donner. Un petit mot sur les masculinistes. Ah oui. Que la société n'avance pas tant que ça, en fait. Bon, de toute façon, on le voit aussi politiquement. On va dire qu'en France, ça va à peu près, mais il y a des pays catastrophiques. En France, on va dire qu'on a réussi à réguler à peu près, puisque sur les listes électorales, maintenant, il faut qu'il y ait une parité dans beaucoup de domaines. Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'on soit obligé d'en passer par une loi pour que ce soit pas spontané ou naturel.
Et d'ailleurs, même c'est presque, enfin, à mon sens, un peu parfois exagéré, parce que on est obligé de prendre des femmes, même si elles sont pas compétentes. J'ai envie de dire, donc ça crée quand même des situations un peu particulières et paradoxales. C'est ça. Alors, jusqu'au jour où on retrouvera peut-être le bon sens, tout simplement, et qu'on pourra. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que là aussi, les femmes sont souvent instrumentalisées. C'est que la tête de liste, c'est un homme. Il faut absolument une femme, donc ils vont prendre une femme, de préférence racisée, comme ça fait bien. Oui. Mais elle n'est pas forcément ni compétente, ni entendue. Ni entendue, oui. Voilà. Quand on commencera à avoir l'inverse, peut-être des femmes têtes de liste, à part Marine Le Pen, oui. Des femmes têtes de liste et des hommes coéquipiers, bon, pourquoi pas. Oui. Donc les masculinistes, en fait, c'est l'extrême de ce que je viens de décrire. En fait, des hommes qui estiment que... C'est ceux qui refusent qu'on laisse une place aux femmes. Oui, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Les femmes doivent rester à la maison. Ou qu'on remette en question. Exactement. Et les incels sont les célibataires involontaires, peuvent aller jusqu'à tuer une femme parce qu'elle refuse de coucher avec eux. Et c'est normal. Et elle avait qu'à dire oui. Donc voilà, là, on est dans... dans un délire sociétal, oui. C'est ça. Alors... Freud, un petit peu de psychanalyse. Mais bien sûr. Freud est le premier. Il y a un symptôme qu'on appelle l'hystérie, qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Quand il y a une femme qui s'énerve, on dit qu'elle est hystérique. Oui, elle n'est pas hystérique, elle est juste en colère. Donc l'hystérie, effectivement, ça existe en analyse. Ce sont des femmes qui avaient des symptômes très invalidants, paralysie, aveugle, sourde, et où il n'y avait pas d'explication physiologique. Donc on disait qu'elles simulaient. Donc ces pauvres femmes, elles étaient enfermées, un petit peu torturées pour les remettre en route, ce qui marchait pas du tout. Et Freud a été le premier à dire, mais elles simulent pas. Il y a quelque chose, c'est psychique en fait. C'est une somatisation extrême. Et Charcot a commencé à travailler là-dessus, à la Salpêtrière, avec l'hypnose, avec les hystériques. Et en parlant avec ces femmes en entretien, il s'est rendu compte, ce brave Freud, qu'elles avaient toutes été abusées dans leur enfance. Ah. Et donc, il a dit, voilà, il y a un problème. En fait, voilà ce qu'on fait aux jeunes filles. Et puis, c'était tellement énorme qu'à un moment, il s'est dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait tellement d'abus. Elles fabulent. C'est un fantasme. Elles ont fantasmé un abus. Parce que pour lui, c'était insupportable de voir toutes ces femmes abusées. Or, non, c'était vrai. C'était vrai. Et après, ça c'est un petit peu plus la petite histoire de Freud. Lui-même avait été abusé par son père enfant, donc reconnaître l'abus, ça le bouleversait trop. Donc il a mis ça de côté. Mais ceci dit, il s'est occupé des hystériques, il en a soigné quelques-unes, et puis ça a ouvert la psychanalyse en fait. C'était les premières études psychanalytiques, ce sont sur ces femmes-là. Alors la maternité, très important, parce que ce qui distingue fondamentalement des hommes des femmes, c'est le fait d'avoir un temps de grossesse, d'accouchement, et puis le jeune enfant. Les hommes sont là aussi. Ça a énormément changé. Oui. Ah oui. Les trentenaires que je reçois, les pères sont là, à 100%. C'était pas le cas quand moi j'ai eu des enfants, un petit peu, mais pas complètement. Et puis nos parents... N'en parlons pas. Certainement pas. Et avant, d'ailleurs, les hommes ne s'intéressaient pas aux enfants avant qu'ils aient 3-4 ans. Mais c'était, même s'ils avaient voulu, on leur fermait la porte des enfants, parce qu'il y avait beaucoup de morts dans les premières années de vie. Oui. Et il fallait quand même pas que ces messieurs aient de la peine. Donc, on les éloignait des jeunes enfants. Après, quand on était un peu sûr que l'enfant allait survivre, l'homme pouvait s'y intéresser. Et ça a fait des biais. Il y a beaucoup d'hommes qui disaient « Oui, moi, les bébés, ça m'intéresse pas. À partir du moment où l'enfant parle, ça va. » C'est ça, en fait. Tout ça, ce sont des biais cognitifs que nous avons mis en place culturellement, qui ont rien... Je pense que les hommes préhistoriques s'occupaient des bébés, en fait. Donc on a parlé des sages-femmes, mais après ce qui s'est passé dans l'évolution, c'est que justement par rapport au pouvoir des hommes médecins, on a éloigné les sages-femmes. Elles savent pas faire. Donc on met un obstétricien qui lui sait faire. On couche les femmes sur des tables avec des étriers, elles peuvent plus bouger, et en fait on dépossède les femmes de leur capacité à donner la vie. Parce que physiologiquement, une femme, elle peut y arriver toute seule. Comme n'importe quel mammifère. C'est ça, exactement. C'est un peu plus difficile, mais elle peut y arriver toute seule, à condition, je vais être un peu cash, à condition qu'on lui foute la paix. Oui. Je comprends. Et qu'il n'y ait pas toutes les machines autour. En fait, j'avais lu aussi, et je trouvais ça très juste, quelqu'un qui disait, la naissance, c'est la
conclusion de la sexualité, en fait. L'enfant est né a été conçu dans un acte d'amour. Et là, tout d'un coup, pour accoucher, c'est comme si on allait faire l'amour avec des grosses lumières, des machines partout. Ça marche pas. D'où, moi, je trouve, c'est mon point de vue personnel, donc peut-être les médecins seront pas d'accord avec moi, beaucoup d'accouchements qui déraillent. Parce que dès qu'on commence à intervenir, c'est foutu, quoi. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ça finit en césarienne. Ça sauve la mère du bébé, et ça sauve la vie de la mère et du bébé. Mais je pense que dans, 60% des cas, ça aurait pu se passer autrement. Et des fois, je dis aux jeunes femmes qui sont enceintes, pendant la naissance, s'il y a quelqu'un dans la salle que vous n'aimez pas, vous ne le sentez pas, vous ne voulez pas le voir, vous avez le droit de mettre cette personne dehors. C'est un moment où c'est elles qui peuvent choisir, en fait. Ce qu'on n'ose pas faire quand on est dans un hôpital avec un environnement qui... Oui. C'est ça, exactement. Et les jeunes mères, alors là... les jeunes mères. Il faut être heureuse, quand même. C'est ça. Il ne faut pas se plaindre, vous avez un bébé, c'est la vie. Encore plus maintenant, puisqu'il y a une contraception. Donc quand on a un enfant, c'est qu'on l'a voulu. Donc le bonheur absolu. Donc on oublie qu'on n'a pas dormi pendant des jours, qu'on sort d'un accouchement, qu'on a un changement hormonal comme une douche froide tout d'un coup. Tout ça, il ne faut pas le montrer. Donc il y a une injonction au bonheur, au bien-être. Il ne faut pas le montrer. Et après, des années après, ça fait des femmes qui souffrent encore de ce moment qui a été difficile, ou si seulement elles avaient pu être écoutées, c'est tout. Juste entendues, un peu relayées par rapport au bébé, c'est tout. Et donc je disais maintenant, les jeunes pères prennent cette place-là. Et c'est bien, c'est très bien. Une grand-mère, c'est pas mal aussi, à condition que la grand-mère soit pas complètement intrusive en disant « c'est moi qui sais, je vais vous dire comment il faut faire ». Je me rappelle d'un ami qui avait dit à sa mère, qui était très intrusive quand ils ont eu leur bébé, « Laisse-moi être un père pour que tu puisses être une grand-mère. Oui. » Et effectivement, toutes ces injonctions ne sont pas sur les pères. Là aussi, il y a un biais de lecture. C'est-à-dire que si un père arrive au travail fatigué après son congé paternité, c'est normal, le pauvre, il y a un bébé à la maison. Oui. Vous voyez, c'est pas... Alors qu'une mère qui osera dire j'en peux plus, je suis fatiguée, j'aimerais bien passer 2 jours sans mon bébé, non, quand même, c'est ton enfant. Quelle traîtrise, c'est ça. Quel abandon. C'est ça. La théorie psy, alors ça a été une catastrophe pour les femmes, vraiment. Quand je me rappelle quand j'ai commencé mes études d'analyse, j'avais déjà 3 enfants qui étaient grands, mais je me suis dit heureusement que j'ai pas fait ces études-là avant d'avoir des enfants, sinon j'en aurais jamais eu. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à cause de la mère, bien sûr. C'est toujours la faute de la mère. Or, les choses sont tellement plus compliquées que ça. En fait, quand on analyse, quand on va dans le fonctionnement inconscient, les parents ne peuvent pas s'empêcher de transmettre leur inconscient à leurs enfants, c'est inévitable. Donc, c'est la faute de personne. C'est la faute d'une histoire dans une famille. Donc, vraiment, de déculpabiliser tout le monde, les mères font du mieux qu'elles peuvent, les pères font du mieux qu'ils peuvent, et c'est jamais parfait. Mais c'est bien aussi parce que c'est le chemin de cet enfant aussi, de traverser ça et de grandir à travers aussi les difficultés. La vie, c'est pas tout rose. Bien sûr. À condition que, et ça c'est vraiment quelque chose de fondamental, que les parents écoutent leur enfant. Alors les enfants, ils parlent avec leurs mots d'enfant. Des fois, ils parlent en jouant. Ils parlent parce qu'ils ont une image un peu poétique qui les traverse. Et ça, il faut savoir l'entendre. Parce que quand il y a quelque chose qui est trop envahissant pour l'enfant, il le dit, en fait. Et se remettre en question. Souvent, je dis, c'est pas... On dit que nous éduquons nos enfants. En fait, ce sont surtout nos enfants qui nous éduquent dans les remises en question, qu'ils nous renvoient. Et si on arrive à faire ça, on va traverser des moments qui ne vont pas être marrants tout le temps. C'est normal, mais ça va. Il y a aussi quelque chose, moi, que je trouve scandaleux. Je ne sais pas si les médecins disent encore ça. Ils demandent aux mères de décaloter leurs petits garçons. C'était la coutume. Et en fait, après, on va reprocher aux mères d'être un peu incestueuses avec leurs fils. Il y a des injonctions paradoxales aussi. Voilà. Et en plus, d'abord, le père pourrait le faire. Oui. Et en plus, j'ai écouté aussi une émission d'un urologue qui parlait du développement de l'appareil génital masculin. Il ne faut pas le faire. C'est juste normal, il y a une adhérence, ça va se décoller tout seul avec le temps. Donc finalement, c'est presque un viol d'un petit garçon, quoi. Et je trouve ça très malsain. Il
y a une psychanalyste très intéressante qui s'appelle Sylvia Lippi, qui a repris toute la théorie psychanalytique qui a été écrite par Freud, qui était un homme, qui a eu l'honnêteté de dire, moi, les femmes, j'y comprends rien. Il appelle ça le continent noir, parce qu'il n'a pas réussi à faire coller sa théorie au développement des petites filles et des jeunes femmes. Donc il s'est dit, j'y arrive pas. Et ça a été honnête. On ne peut pas lui reprocher ça. Lacan a repris la théorie de Freud, a développé une théorie un peu plus par rapport aux femmes, mais alors finalement c'est un scandale, parce qu'en fait ce qu'il dit, c'est la femme, elle n'est pas toute. En gros, la femme, elle a besoin d'un homme quand même pour exister. Ah oui. Donc oui. La femme n'existe pas. C'est assez catastrophique. C'est curieux. Ouais. Oui. Et alors que l'homme est autosuffisant, c'est-à-dire que lui, il peut survivre. Voilà, c'est ça, il peut survivre. Sauf que s'il n'y a pas de femme, on ne reproduit pas d'espèce non plus. Enfin, c'est assez particulier. Et il existe en tant que personne avec entière. Une individuation. Voilà. La femme, non. Mais dans la façon dont il le dit, il en fait une force parce que la femme va être plus adaptable, plus affûtée par rapport à ce qui se passe autour d'elle. Mais quand même, elle n'est pas toute. Oui. Ce qu'il appelle la quête, on va dire, éternelle des êtres humains, c'est-à-dire que c'est le moteur du désir, en fait, ce qui nous porte à faire pour avancer dans la vie. Il appelle ça le phallus. Et donc Sylvia Lippi, elle reprend toute cette théorie en la féminisant. Et c'est très intéressant. Et elle développe le concept de sororité, qui est finalement un fonctionnement beaucoup plus horizontal entre les humains, de l'entraide, de la collaboration. Et ça, c'est dans le côté positif. Et dans le côté négatif, la contagion du symptôme. C'est-à-dire qu'une personne souffre sur Terre, tous les êtres humains souffrent et s'associent à sa souffrance. Ça mène les manifestations. Finalement, c'est ce phénomène-là. Oui. Quand les gens sortent dans la rue, on ne sait pas quel va être le déclencheur, mais à un moment... Un principe de solidarité, d'entraide. Et c'est très intéressant, et ça change le point de vue vraiment sur le monde. Plus rien n'est hiérarchique. On passe d'une société pyramidale à une société circulaire. Voilà. Je conseille Sylvia Lippi. Intéressant. Elle a écrit, son bouquin s'appelle Sœurs. Où le monde professionnel, les femmes sont moins payées, ça tend à diminuer, c'est ce que tu disais au début de l'émission. Elles sont moins sélectionnées, parce que les chasseurs de tête vont se dire, oui, mais elle va avoir des enfants, elle va être absente. Oui. Si jamais le gamin est malade, il faut aller le chercher à l'école, c'est elle qui va y aller, donc ils prennent un homme, de préférence, même si la femme est plus compétente, en fait. Et il y a des biais cognitifs, en fait. Dont un, alors là, c'est moi qui suis tombée dans le piège, je le dis parce que c'est une anecdote assez drôle. J'allais chez Ikea, avec ma fille aînée, et il y avait à côté de l'entrée des places réservées où il y avait dessiné sur le mur en face une dame avec une poussette. Oui, pour les familles en fait, c'est ça pour les. Oui, mais il y avait la mère avec la poussette. D'accord. Ah oui. Et ma fille me dit, t'as vu ? Je dis, oui, moi je trouve ça sympa parce que t'as la poussette avec le bébé, t'es à côté de la porte d'entrée, c'est vraiment bien. Elle me dit, non, mais t'as pas vu ? Je dis, non, je trouve ça bien. Elle me dit, mais pourquoi ils ont pas mis le père ? Oui. Et en fait, on a des grilles de lecture comme ça, inconscientes, qui vont être très longues à disparaître. En fait, il faut plusieurs générations. Donc là, déjà, c'est la génération d'après, elle était un peu plus affûtée que moi. Et oui, c'est intéressant. Ouais. Moi, je serais tombé aussi dans le piège, parce que c'est une espèce d'image d'Épinal. C'est ça. Comme ça, c'est systématiquement une mère avec une poussette. C'est ça. Un père, oui. Et à l'inverse, le père avec une poussette aurait pu être choquant pour... il y a quelques années, enfin en tous les cas, peut-être encore maintenant d'ailleurs pour beaucoup de gens, mais ça aurait été surprenant. Oui, tout à fait, tout à fait. Et que les pères puissent, ça commence aussi. Enfin, là je le sais, en Allemagne c'est tout à fait possible. Il y a un gamin qui est malade à l'école, il faut aller le chercher, le père peut partir de son travail. Je pense que ça, il y a 10 ans, c'était pas possible. Non, bien sûr. C'est pas du tout possible. Et il y a un bouquin, c'est la journée des références. Mais c'est très bien. Il y a un livre très intéressant de Bourdieu, qui est un grand sociologue, qui s'appelle La domination masculine, où il parle de tous ces biais de lecture dont on n'a pas conscience en fait, mais qui nous constituent. Oui. Et c'est vraiment, c'est vieux, c'est un livre qu'il a dû écrire dans les années 60, mais c'est toujours d'actualité. C'est très intéressant. Alors, les réunions d'équipe. Allez, à 50% de chances que les femmes se fassent couper la parole. C'est normal. Alors on va dire que c'est parce qu'elles ont la voix qui porte pas assez, et si elles poussent un peu leur voix, on va leur dire que quand même elles pourraient se calmer. Et ça m'est arrivé aussi dans une réunion entre psychanalystes.
quelqu'un avait posé une question, je réponds à la question, ça fait flop. Je me suis dit, bon, j'ai pas compris, je suis à côté de la plaque. Et on va dire 10 minutes après, un homme donne la même réponse à cette même question, et c'était « Ah, mais oui, bien sûr ». Je me dis « Ah ouais, quand même ». Ah oui. Ouais. Et là, effectivement, si on râle, ça va se retourner contre nous. Donc, c'est vrai que les femmes ont l'habitude de ne rien dire dans ce genre de situation. Au pire, on s'en aperçoit pas. Au mieux, on s'en aperçoit, mais on dit rien, c'est pas grave. Il y a vraiment cette chose de laisser glisser, c'est pas grave. En fait, oui, c'est grave. S'il y a des agressions au travail, agressions sexuelles, harcèlement sexuel, généralement, la femme, on va dire, au mieux, elle va aller porter plainte, mais elle va démissionner. Elle ne peut pas rester à ce poste-là. Parce que souvent, il y a une hiérarchie. L'agresseur va être quelqu'un de plus haut situé dans l'entreprise. Donc, elle part. Alors qu'en fait, c'est l'agresseur qui devrait partir. Là, il y a aussi systématiquement un biais de lecture. Si, en plus, l'agresseur était une sommité du cinéma... Ah bon, je vois pas à qui on fait allusion. Eh bien, la pauvre actrice ne trouvera plus de travail. C'est fini. Sa carrière, elle est finie. Donc, beaucoup de femmes ne dénoncent pas à cause de ça, en fait, pour garder leur job. Et c'est inadmissible. Bien sûr. Aussi. Même si aujourd'hui, soyons optimistes, ça tend à se libérer un peu. Ça tend à se libérer. Oui, et à faire avancer un peu le regard, en tous les cas, qu'on peut avoir sur ces situations-là. Tout à fait. Heureusement. Et c'est grâce, justement, phénomène de sororité, dans le bouquin de Sylvia Lippi, l'exemple qu'elle prend, c'est MeToo. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui dénonce, 2 femmes, 3 femmes, et la planète entière dénonce. Et il y a une conscience universelle après qui se met en place. Oui. Exactement. Donc elles se sont fait targuer, je vais être un peu vulgaire, d'emmerdeuse, mais il n'empêche, ça fait bouger la société. Évidemment. Ouais. Et réfléchir les hommes aussi. Les hommes, sur leur comportement. Exactement. Je fais cette petite digression aussi, c'est qu'effectivement, les hommes dans leur construction et dans leur éducation n'ont pas forcément conscience d'être des agresseurs tels qu'ils le sont véritablement, à cause de ces biais d'éducation et de place. Exactement. Oui, c'est pour ça qu'au début, je disais, là, rien n'est facile. Et les jeunes hommes, maintenant, je me souviens d'un jeune homme qui me disait « Mais moi, je ne sais pas comment faire pour aborder une fille. J'ai pas envie qu'elle porte plainte. » Évidemment, je pense qu'il va falloir un peu de temps aussi pour retrouver une espèce d'équilibre, pour éviter ces évitements, justement. C'est ça, tout à fait. Bon, on va dire peut-être ça peut laisser la place aux filles, c'est ce que je lui avais dit, mais peut-être que les filles vont aborder. Ça change aussi. Bien sûr. Donc les divorces, il y avait un énorme scandale qui tend à disparaître, je ne sais pas comment c'est dans les tribunaux maintenant, une théorie psy qui a été posée, qui est sortie de nulle part, qui s'appelle syndrome d'aliénation parentale. Ce qui veut dire que quoi qu'il se passe, la mère manipule ses enfants contre le père. Et ça peut arriver, bien sûr, mais c'est très rare, on va dire dans 10% des cas. Les 90 autres, il n'y a pas de problème en fait. C'est un divorce, c'est difficile. Les 2 parents essayent de trouver des solutions. Et donc ce truc-là, au niveau de psychanalytiquement, c'est complètement infondé, mais il n'empêche tous les tribunaux ressortaient ça. Et Macron en a un petit peu rajouté une couche en donnant un droit de visite obligatoire pour le père, quoi qu'il ait fait. Donc le père violeur, le père violent doit voir ses enfants. Ça, c'est scandaleux, parce que le développement de l'enfant, ils ont besoin des 2 parents et blablabla. Je pense que ce soit un homme ou une femme, chaque parent peut faire les 2 rôles, sans problème. On fait un petit peu de dissociation, mais on y arrive. Des fois, il faut poser une sanction, des fois, il faut faire des câlins. Une seule personne peut faire les 2. Et puis, il y a des couples recomposés, donc il y a des beaux-pères et des belles-mères qui peuvent faire le job aussi. Donc voilà, je pense qu'un père... C'est très traumatisant pour un enfant d'être obligé de continuer de voir son bourreau. Même si la personne essaye de ne plus être un bourreau, on va dire, dans le meilleur des cas. Mais quand même, pour l'enfant, c'est insupportable. De toute façon, globalement, dans les histoires d'affaires familiales, on n'écoute pas les enfants. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. C'est qu'on leur demande pas leur avis et qu'on les entend pas. Ou alors, il faut qu'ils aient 12 ans minimum, je crois, pour la justice, pour être entendus, et encore... même, j'ai reçu des gens où on a renvoyé à l'enfant, quand tu auras 18 ans, tu feras ce que tu voudras. Donc, c'est scandaleux. Et on imagine toujours que les enfants leur parole est manipulée. Les enfants, ils sont capables de dire
ce qui leur fait du bien ou pas. Oui, puis souvent ils n'ont pas le filtre, ils sont spontanés. Tout Donc à fait. il n'y a pas de filtre ou de prédisposition à réfléchir ou à analyser. Exactement. Donc on essaye de les convaincre. Un enfant qui dit je veux plus aller chez maman ou je veux plus aller chez papa, mais pourquoi ? Et puis mais si quand même, tu vois, ça c'est bien, pour garder les deux parents. Des fois ça justifie, des fois il faudrait il faut être prudent. Oui. Voilà, c'est ça. Et la ménopause. Parlons de la ménopause alors. Véronique. J'avais lu d'une historienne aussi, je me rappelle plus son nom. Je crois que c'est Michel Perrault qui a écrit un livre qui s'appelle sur l'histoire des femmes, qui est très intéressant. Une femme ménopausée n'est plus intéressante parce qu'elle ne peut plus elle n'est plus fécondable. Donc ces messieurs vont quand même pas gaspiller leurs semences s'il n'y a pas d'enfant au bout. Et ça, c'est la lecture inconsciente qui reste, quoi. Et donc ça s'agrandit à toutes les strates de la société, de ce que je disais, de plus trouver de travail, après la ménopause, on peut rester à la maison, on est vieille, au mieux, on s'occupe des petits-enfants, sinon, on regarde la télé. Et ça accentue ces biais cognitifs accentuent les symptômes de la ménopause. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui traversent des ménopauses, mais ingérables. Des bouffées de chaleur, en veux-tu, en voilà, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, des difficultés de sécheresse vaginale, tout ce qu'on veut. Et tout ça, de mon point de vue, justement, c'est de l'hystérie. C'est-à-dire que ce sont des symptômes qui sont induits parce que on attend ça d'une femme à ce moment-là. Et je sais que les femmes qui vont écouter ces symptômes vont dire elle est folle, mais vraiment, ils peuvent, bien sûr que hormonalement c'est un moment difficile à traverser, mais si on est libéré de ces représentations de la société, les symptômes diminuent vraiment, de moitié au moins. Et c'est beaucoup plus simple à vivre. Et la vie continue après, bien sûr, heureusement que la vie continue. Bien sûr. Et que dire alors des femmes qui ont une ménopause précoce ? Parce que ça les extrait encore de la société encore plus tôt. Encore plus tôt. Il y a beaucoup de culpabilité de leur part, surtout si elles n'ont pas eu l'enfant. Et ce que je sens en consultation, c'est qu'une femme qui ne voulait pas ou ne pouvait pas avoir d'enfant parce que justement la transmission inconsciente allait être trop lourde sur l'enfant, elle va être ménopausée très jeune. En fait, c'est une protection. C'est parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Et comme j'arrive pas à assumer, je ne veux pas avoir d'enfant, parce que ça, pour la société, c'est pas possible, je suis ménopausée jeune, comme ça, c'est réglé. Et vraiment, en consultation, je l'entends. Et quand la femme prend conscience de ça, ça la soulage. Ah, mais en fait, c'était cohérent. Et j'ai pas à me culpabiliser de ça. J'ai évité à un enfant de souffrir. C'est bien. Effectivement. Et pour finir, les féminicides. Oui. Qui sont quand même un énorme problème, qui est l'extrême des violences conjugales, en fait. Ça, il y a le viol conjugal, les violences conjugales, les féminicides. Et en fait, c'est vraiment la prise de pouvoir d'un homme sur une femme qu'il est censé aimer. Mais alors, c'est un terme qui est relativement récent dans l'histoire. On ne parlait pas de ça en ces termes-là, en tous les cas. Il n'y avait pas de secteur de féminicide, c'était des violences conjugales qui finissaient mal. C'était un crime passionnel. Crime passionnel, c'est ça, voilà. C'est ce qu'on disait. Ce qui déculpabilisait un peu le monsieur, parce que quand même, le pauvre, il a été emporté par ses émotions. Oui, voilà, elle voulait le quitter, donc on peut comprendre qu'il s'énerve. Et on en revient à ce que je disais par rapport au néolithique, c'est-à-dire que dans la structure du couple et de l'amour, il y a cette notion, depuis le début de l'histoire de l'humanité sédentaire, de possessivité. Puisque ça va avec, en fait. On garde madame parce qu'on veut savoir à qui sont les enfants. Et ça amène finalement au féminicide. Madame veut partir, c'est pas possible, elle m'appartient. Mais je pense que c'est très violent pour ces hommes. C'est comme si on leur enlevait un bras, quoi. On me coupe un bras, ça fait mal. Donc je veux pas. Plutôt que d'avoir mal, je vais tuer celle qui veut partir. Oui.
Bon, pour moi, je ne sais que dire de ça. Bien sûr, ce sont des gens. Alors, les femmes, si elles sont mortes, je ne les ai pas en consultation. Et les hommes violents, je les ai rarement en consultation. C'est arrivé 1 ou 2 fois, mais c'était pas à ce stade de féminicide. Des hommes qui se sentaient emportés par leur colère et qui venaient en disant il faut que je fasse un travail avant que ça dégénère. Donc là, c'est super. Il y avait vraiment une prise de conscience et un désir de changer. Les auteurs de crimes, au mieux ils sont en prison, enfin au mieux, pas forcément pour eux, hein, je suis pas sûre du travail qu'on fasse en prison. Et j'ai eu des fois des hommes en consultation avec obligation de soins, parce que souvent, bon, quand c'est pas allé au féminicide, hein, quand il y a eu des violences, des coups, il y a obligation de soins, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que si c'est pas le désir de la personne, moi, je le sens en consultation, j'ai vraiment l'impression qu'ils se moquent de moi, quoi. Ils viennent pour avoir leur papier, comme quoi ils ont fait un rendez-vous, mais rien ne changera. Et c'est la difficulté avec le travail psy, c'est que il faut que ce soit le désir de la personne, sinon il se passe rien. Alors, Véronique, en conclusion, parce qu'il va falloir conclure ce podcast superbe sur les femmes, est-ce qu'on pourrait pas parler d'éducation, justement ? C'est-à-dire que moi, c'est toujours quelque chose qui me travaille et que je défends à titre très personnel, hein, à savoir que l'éducation des enfants devrait être la même pour les garçons comme pour les filles. Enfin, ça paraît une évidence quand on le dit comme ça, mais ça l'est pas. C'est-à-dire qu'on demande souvent à une fille de ranger sa chambre et un garçon, c'est pas grave. Il peut laisser ses fringues par terre. Voilà. On demande à une petite fille de faire la vaisselle parce que c'est normal. Alors, je caricature à peine, je pense, parce que c'est encore un peu comme ça. Et un garçon, on lui demandera pas de laver la vaisselle ou de ranger. Est-ce que tout ne vient pas, enfin pas tout, mais en tous les cas, est-ce que c'est pas une partie prépondérante des problèmes de la société entre les hommes et les femmes ? C'est le principe d'éducation qui n'est pas le même. Le principe d'éducation, c'est sûr. C'est absolument certain. Et donc, je dirais à tous les parents, vos petits garçons sont tout à fait capables de plier le linge, de faire la vaisselle, de vider le lave-vaisselle, de passer le balai, comme les petites filles. Et ils aiment faire ça. En plus, c'est-à-dire que quelque part on les prive du partage, du quotidien. Alors petits, ils adorent faire ça. C'est vrai qu'après il y a un peu de paresse, mais c'est pareil ça, pour les filles. C'est lié à l'adolescence, à un âge, oui. Et le partage des tâches, c'est très important. Oui. Et des fois, je dis, c'est sympa de faire, pour pas qu'il y ait de négociations tous les jours, de faire une petite liste où chacun choisit ensemble qui fait quoi. Et puis, c'est notre job. Et oui, bien sûr, c'est fondamental en fait. C'est vraiment. Et là, c'est aux parents de faire un effort, c'est-à-dire que comme je parlais des biais cognitifs, ils se rendent pas compte que leur petit garçon va faire moins que leur petite fille parce que c'est inscrit. Et donc d'ouvrir un peu les écoutilles et d'essayer d'observer ce qui se passe et qui est vraiment là aussi une parité en fait. Tout le monde fait tout. Et j'ai vu qu'il y a des expérimentations dans les cours d'école que j'ai trouvé très drôles où on échange les rôles. Les filles vont jouer au foot et les garçons ils vont rester assis autour de la cour. Et c'est chouette. C'est intéressant. Et c'est aussi, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, ou la théorie que je défendais, c'est on peut pas non plus empêcher un petit garçon de jouer à la poupée. Tout à fait. Et une petite fille de jouer aux automobiles. Tout à fait. Voilà. Ça, ou au foot. Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est assez important dans l'échange des rôles. Tout à fait. Alors quand il y a des fratries filles-garçons, ça se fait un peu naturellement parce qu'ils jouent ensemble, donc ils échangent les jeux. Mais j'ai souvenir aussi pourtant dans une école, je sais pas, Montessori, dans une école Montessori à Paris, un petit garçon qui jouait tout le temps avec les filles. C'est-à-dire que lui, ça lui plaît et c'est maternel, hein, vraiment tout petit. Les enseignants, pourtant Montessori, sont venus voir la mère en disant quand même, je pense que ton fils, il a un problème, il est peut-être homosexuel. Je dis, d'abord, c'est pas un problème. Et en plus, mais qu'on lui foute la paix, il a 3 ans. Quoi. C'est vraiment. Évidemment. Donc c'est à la fois ça évolue, mais en fait, tant que le regard des adultes est biaisé, c'est pas si simple. Mais ça bouge. Et puis il y a ces problèmes culturels aussi qui font que souvent il y a le phénomène du grand frère avec les sœurs, les jeunes sœurs. Qui lui aussi a des injonctions auprès de ses petites sœurs alors qu'il devrait se mêler de ses affaires pour dire les choses simplement. Donc il y a peut-être tout ça aussi à revoir dans nos sociétés soit dites avancées. Ce travail entre l'équilibre des rôles des garçons et des filles qui deviendront des adultes un jour. Et si on veut éviter toutes ces transgressions et ces violences, c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Tout à fait.
À 100%, bien sûr. Eh ben merci Véronique pour ce petit, ce grand podcast sur les femmes et leur place dans la société. Il y a encore du travail, mais on avance. On avance, va dire, hein, oui, voilà. Tout à fait. On avance. Puis c'est récent et ça va vite, je trouve. Eh ben on se dit à bientôt. À bientôt. Merci Merci Véronique. beaucoup. Le bruit de la ville. Radio Cerise.